En vrai, personne sait faire aussi. C'est un gros message, genre tout le monde fait semblant. J'ai découvert ça, les adultes, tout le monde fait semblant. T'as l'impression qu'ils savent ce qu'ils font, mais non, personne sait ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, très peu de gens. Et surtout dans l'entrepreneuriat, c'est des trucs qu'on teste, on s'améliore, mais en vrai, personne sait ce qu'il fait. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Bienvenue sur Sans Filtre, l'émission qui explore les parcours d'entrepreneurs de leur début à leur succès. Avant de plonger dans l'émission, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de partager ce contenu à votre entourage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui partage son expérience unique. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur toi et ton activité? Ouais, pas de souci. Bah, déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Du coup, je suis Enea, j'ai 23 ans et il y a 6 mois, j'ai monté mon agence. On accompagne les entreprises dans leur développement commercial, avec en gros 2 offres. Une partie, prospection téléphonique qui est plus gérée par mon associé et une partie, expertise CRM où en gros on implémente et on optimise les CRM et tout le process de vente chez des clients, qui, pour le coup est plutôt, géré de mon côté et qui est plutôt mon expertise à la base. Et voilà, donc on est en plein développement, on recrute une alternante là en janvier, donc c'est un peu stressant, mais voilà, ça tout roule. Ah ouais, super. En tout cas, on te souhaite le meilleur. On va commencer Merci. par l'enfance directement. Du coup, toi, t'étais quel type de personne quand t'étais enfant? Moi, j'étais une enfant très studieuse, vraiment une élève modèle. Heu, typiquement, enfin, je viens d'une famille de profs et du coup, typiquement, c'est vraiment, élève, bonne note, on travaille le soir, on travaille à l'école, donc très studieuse, dans ma vie à l'école, très bavarde, plein de potes, globalement et voilà, enfance plutôt tranquille, et qui, potentiellement eu des impacts par la suite. Je pense que je me suis peut-être construite un peu à l'opposé de mes parents profs, mais voilà. Ok. Et tu avais déjà des ambitions entrepreneuriales ou tu avais une idée de métier que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Pas du tout. Quand j'étais plus jeune, je voulais être bibliothécaire parce que j'adorais lire et du coup, je pouvais passer mes journées à la bibliothèque à lire des bouquins et tout. Donc absolument pas, j'ai voulu être bibliothécaire, j'ai voulu être prof de sport parce qu'à un moment, je faisais énormément de sport. Donc pas du tout, d'ambition entrepreneuriale. Je pense que c'est arrivé vers le lycée, ouais, vers le lycée, voire même vers la fac, bon, un peu entre les 2. J'avais commencé à avoir beaucoup de cours théoriques et très peu de pratiques, vu que j'étais dans des filières un peu généralistes et cetera et où je me suis dit: «OK, j'ai envie de faire des choses un peu concrètes, j'aime bien gérer, j'aime bien, tu vois, dans les travaux de groupe et tout, bah, gérer un peu l'équipe et tout et donc j'aime bien, faire du management, on va dire et mener à bien un projet». Je me suis dit: «OK, je veux faire du concret et je veux construire moi-même». OK. Bah, c'était un peu la réponse à la question suivante, mais pour un peu l'étoffer, est-ce qu'il y aurait peut-être un déclic vraiment que tu te rappelles qui a joué dans ouais, dans ton parcours après, dans l'entrepreneuriat, du coup? Bah, j'ai pas eu particulièrement de déclic. Je pense que c'est des trucs qui se sont plus construits au fur et à mesure. Comme je te disais, je pense que j'étais dans une famille où en gros, enfin, une famille et des proches en général, où tout le monde était dans le public. Genre, sur ma famille, sur 10 personnes, il y en a 8 qui sont dans le public. Tous les potes de mes parents, du coup, c'est des profs aussi, donc tout le monde était dans le public et bah, du coup, évidemment, tous les repas de famille, tous les tous les sorties et tout, ça parlait que, des problèmes du système public, de, à quel point tu étais un peu bloqué aussi parce que quand tu es prof, à part évoluer et cetera, si tu veux garder ton métier, tu peux pas trop changer tes conditions de travail et cetera. Donc beaucoup de gens qui, aimaient pas ce qu'ils faisaient ou qui avaient pas mal de choses à y reprocher et je me suis dit: «OK, j'ai pas envie de me retrouver bloquée dans un truc où tous les week-ends je dois, enfin, je vais me plaindre avec, mes potes, ma famille et tout, vraiment pas». Donc je pense qu'il y a ce premier truc et puis après, un attrait au fur et à mesure où je me suis rendu compte que voilà, j'aimais bien manager et je connaissais rien à tout ce secteur parce que du coup, j'avais ja je enfin, je connaissais personne qui était dans le monde de l'entreprise, je connaissais que le public. Donc j'y suis un peu, enfin, j'ai eu des attraits, mais autant dire que je connaissais rien de concret, quoi. Le monde de l'entreprise, c'était très loin de moi. Donc c'était plutôt des idées, un peu, enfin voilà, des projets, mais qui n'avaient pas trop de base, de connaissances ou de choses que je connaissais. OK. Bah, merci en tout cas.
Et après le bac, tu as eu un parcours supérieur ou tu as directement commencé par des projets et oui, comment tu en es arrivée à te lancer toute seule, en gros? Non, j'ai eu un parcours en études supérieures. Après le bac, j'ai fait une double licence éco-maths, donc toujours, très studieuse, très court. Donc j'ai fait 3 ans de double licence et en gros, dans ma licence donc économie mathématiques, en gros, tout le monde était prédestiné à faire de la finance, quasiment, ou de l'audit de gestion. Et c'est d'ailleurs, les premiers vœux que j'ai faits, sur les c'était enfin, il y avait pas mon master à l'époque, mais c'était, voilà, les vœux de master et tout, c'était, finance, à Dauphine ou à Panthéon-Assas et tout. Enfin voilà, les masters, en gros que tous nos profs nous disaient que c'était les masters un peu, élitistes, voilà, et qu'il fallait absolument avoir en mode: «Personne n'est jamais rentré là-bas, si vous y arrivez, ça va être trop bien et tout» et tout le monde voulait faire ça. Donc de base, j'étais partie sur ça et puis, je crois que c'est confinement avec j'étais confinée avec mes potes et bah, on était tous, on devait faire tous nos dossiers de master et tout, donc on passait notre temps sur les plateformes, machin, à regarder et tout et j'avais toujours eu cette idée d'entreprendre un jour, enfin toujours, du coup depuis, quelques années quand même, qui me trottait dans la tête, mais voilà, dans longtemps. Dans ma tête, c'était vraiment pas pressé, ça allait être dans 10-15 ans, c'était pas du tout, un projet court terme et en me baladant un peu sur les sites, je vois un master qui s'appelle entrepreneuriat et gestion de projet et je me dis: «OK, entrepreneuriat, ça me tente, mais dans un second temps. Par contre, gestion de projet, je suis trop chaud». Genre, faire des trucs concrets, lancer des projets, des événements et tout, j'ai trop envie de faire des trucs concrets et d'arrêter d'avoir des cours de ce qu'ont dit les économistes, en tel, siècle et cetera. Je voyais pas l'impact concret que ça allait avoir dans ma vie plus tard et dans un peu le monde en général. Et du coup, je me suis dit: «Go», en fait, je me suis un peu montée la tête. Je me suis dit: «En fait, j'ai trop envie de faire ça». Donc j'ai postulé à ce master, qui était à plein d'endroits. J'ai été prise à Bordeaux et du coup, je suis partie à Bordeaux. J'ai encore fait 2 ans de master, mais là, j'ai vraiment, commencé les projets, heu, entrepreneurial, c'est un peu, un grand mot parce que c'était, dans le cadre de l'école, mais voilà, organiser, des événements, avec, 400 personnes, à, 4, étudiants, à commencer à faire des trucs différents, autant de la com, des BP, des business models. C'était très théorique parce qu'on faisait beaucoup, beaucoup de business models. Donc le truc, au final, j'ai jamais fait pour ma boîte. Donc avec, les Canva et tout, enfin les trucs hyper, scolaires. Mais, ça a commencé, il y avait énormément de projets associatifs, beaucoup de gens qui voulaient entreprendre aussi, donc c'était hyper, inspirant de voir que plein de gens avaient des projets et cetera. Donc non, je me suis lancée plus tard. Ensuite, j'ai pris un job et tout, c'est arrivé après. Dans mon master, premier stage, je cherche un stage en marketing com, évidemment comme, tout le monde, donc j'ai pas trop trouvé. Et du coup, enfin en tout cas en com et du coup, je me retrouve dans un stage dans une start-up, de nourriture pour bébés à Bordeaux. C'était trop cool d'ailleurs et donc j'étais chef de projet marketing et je commence à toucher au CRM. En gros, tout mon taf, c'était sur les CRM. C'était lancer des newsletters, organiser le service client, mettre en place des tunnels de vente, hyper pertinents, analyser, la, lifetime value, enfin le nombre de commandes que les gens font, combien ils dépensent en moyenne, comment est-ce qu'on peut augmenter ça, et cetera, et cetera. Donc j'ai commencé direct dans ça. Ensuite, deuxième stage, je me dis: «OK, j'ai envie de faire un truc plus large, dans vraiment la gestion globale d'une boîte». Donc j'ai un stage, bon, c'est les langages start-up, je vous le dis direct, mais j'ai un stage en tant que bras droit CEO dans une, start-up qui fait à peu près 80 personnes. Bon, en gros, c'est assistante de direction, quoi. Je suivais mon boss partout, mais lui, il avait monté la boîte. Donc j'allais dans les réunions avec les investisseurs, je faisais rien, mais j'écoutais tout. J'allais dans les réunions avec les investisseurs, dans les rachats, lui il était en plein LBO et du coup c'était trop intéressant et eux ils avaient une branche aussi CRM, dans leur boîte et au fur et à mesure je me dis: «OK, dans tous les cas en septembre il faut que je prenne un taf». Et donc ce sujet-là des CRM et de la gestion des opérations dans une boîte me plaît bien. Donc je commence, à me rapprocher de cette partie de la boîte et du coup, je prends un job, en start-up ensuite, en tant que responsable des opérations. On était 5 donc toujours une dynamique entrepreneuriale parce que, c'est une toute petite boîte, hein. Franchement, il y a de à 5, je faisais tout, hein. Il y avait en gros 2 devs, un designer, mon boss et moi. Donc je faisais le marketing, je faisais le service client, je faisais, les opérations, le CRM, je faisais plein de trucs différents et j'avais toujours eu pour projet de monter ma boîte plus tard. Donc en gros, quand j'ai signé mon CDI, je me suis dit: «OK, je suis du genre un peu à rester dans ma zone de confort, donc si je fais rien, je pense que dans 10 ans, je serai à peu près au même endroit, dans une, grosse start-up et tout. Je serai peut-être manager, mais j'aurais pas fait ce que j'ai envie de faire» et du coup, en parallèle de ça, dans mon stage, j'avais rencontré, un pote qui est aujourd'hui mon associé, qui voulait aussi monter sa boîte. Autour d'un verre, on s'est dit: «OK, on veut tous les 2 monter une boîte», mais tous les 2, on n'avait pas envie de monter une boîte solo.
Et on avait un peu la trouille de se lancer et en gros, pendant toute l'année où j'étais en CDI, on se voyait toutes les semaines et on réfléchissait. On a eu plein d'idées de projets différents. On a eu une marque de boissons, enfin vraiment des trucs qui n'avaient rien à voir et en gros, au bout d'1 an, enfin au bout de 6-8 mois, on n'avait rien lancé. En gros, à chaque fois, on se disait qu'on avait une idée révolutionnaire et puis, en fait, on se rendait compte que si ça avait pas été lancé, c'était potentiellement pour une raison, que c'était un peu plus compliqué que ce qu'on l'imaginait. Et en parallèle, moi je commençais enfin j'avais fait du freelance et tout, lui aussi. Ça commençait à bien prendre, mes réseaux et cetera et on s'est dit: «OK, bon, bah, faisons déjà, ce qu'on sait faire». C'est-à-dire que mon associé, lui, c'est un as du commercial, il a toujours fait ça, il est très fort et bah, moi, j'avais toujours fait, des CRM, optimiser les process de vente et on s'est dit: «OK, on va faire un truc autour de ça» parce que pour le moment, c'est ce qu'on sait faire. En plus, on n'a pas de cash à investir dans une boîte, donc une agence, tu as pas besoin d'avoir, bah, de l'argent à investir, au 1er jour. J'ai dit: «OK, bah, go, on lance une agence», donc le free avait commencé à pas mal prendre, j'ai quitté mon taf et puis voilà, on a lancé, l'agence. Pour l'histoire un peu longue. Est-ce que tu peux nous expliquer, même pour ceux qui connaissent pas du tout ce terme, ce que c'est CRM? De Ouais, manière simple. pas de souci. Alors CRM, ça veut dire en anglais Customer Relationship Management. Donc en gros, c'est un outil, donc il y en a plein qui existent. Les plus connus, c'est HubSpot et surtout Salesforce. Souvent, c'est le plus connu pour les gens qui connaissent pas. Et donc c'est un outil qui te permet de regrouper toutes tes interactions clients, dedans. C'est-à-dire que, tu vas avoir un client qui va rentrer parce que, il va, je sais pas, télécharger un lead magnet, prendre rendez-vous sur ton site. L'idée, c'est que tous ces gens-là, tu les regroupes à un seul et même endroit, et que tu puisses ensuite construire, OK, à partir du moment où la personne, elle arrive dans cet outil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais, lui envoyer un mail automatique? Est-ce que je vais, envoyer une tâche à mes commerciaux? En gros, tout va se regrouper là, ce qui fait que tu peux cliquer sur la fiche, d'un contact, tu peux cliquer sur Mehdi et voir, OK, il a, opt-in, enfin il a soumis un formulaire à telle date. Ensuite, on lui a envoyé un mail. Ensuite, un commercial a essayé de l'appeler, mais il a pas répondu. Ensuite, il s'est passé ça, il s'est passé ça et ça permet d'éviter que des prospects soient un peu perdus. On sait pas où ils en sont rendus. On sait pas ce qui va se passer, par la suite, ce qui se fait dans beaucoup de boîtes. On sait pas ce que les autres commerciaux ont fait. Est-ce que il a déjà été pris en charge ou pas? En fait, on regroupe toute la relation client à un endroit et en plus de ça, on peut automatiser, on peut construire des trucs et cetera. OK. Bon, je pense que c'est clair, en tout cas pour moi c'est clair, si jamais c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire et poser la question. Franchement, j'ai essayé au fur et à mesure, je travaille mon discours pour que ce soit le plus clair possible. Ouais, puis nous, on essaye aussi d'atteindre, cette simplicité dans les définitions pour que vraiment, que ça soit même un large public, même des gens qui entreprennent pas et qui tomberaient sur notre vidéo sur ce passage-là, bah, qui comprennent un peu, bah, ce qu'est ce métier, quoi, Ouais, ou ce logiciel. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, du coup, bah, actuellement, c'est quoi les tâches peut-être principales de ton agence? C'est quoi, la mission, je dirais principale, ouais? La mission enfin, ce que nous, on propose aux clients, tu veux dire? Bon, ouais, c'est ça. Du coup, ce qu'on propose aux clients, c'est de les accompagner dans leur développement commercial, en gros, de faire grossir leur équipe commerciale et surtout de les soulager. Comme je disais, il y a une partie prospection téléphonique, mais je vais moins en parler, aujourd'hui, je pense. Et en gros, sur, l'offre d'expertise CRM, l'idée, c'est de se dire la plupart, ils viennent avec un problème: «OK, en fait, j'ai plein de prospects, je sais pas où ils en sont rendus, il y a trop de messages, tout le monde m'envoie des messages sur WhatsApp, je suis obligée de faire l'intermédiaire, je sais pas trop ce qui s'est passé, mes commerciaux, je sais pas c'est quoi, combien je close, sur, le nombre de prospects que je reçois. En fait, j'ai aucune data, je peux pas suivre. Potentiellement, s'il y a un commercial qui part, il avait les numéros dans son téléphone, on perd des prospects, enfin voilà, il y a aucun OK. suivi et donc l'idée, c'est de prendre des outils qui existent déjà. Moi, je développe pas, donc c'est des outils qui existent déjà, mais de les configurer et de les mettre en place dans les entreprises pour que ça soit hyper adapté à leurs besoins, à leur process de vente. Donc ça peut être, voilà, le prospect, il rentre par un endroit, ensuite on lui envoie, un email, ensuite il y a un commercial qui va l'appeler, il va se passer ça, peut-être qu'on va lui envoyer un devis, peut-être qu'on va lui envoyer un contrat, on veut que ça soit automatisé parce qu'en fait, re-rentrer les infos, aller chercher sur Papers et tout, c'est pas, enfin ça prend du temps aux commerciaux et c'est pas un truc où ils sont forts. Enfin rédiger des contrats, en tout cas mettre le nom, le prénom et cetera, ça a pas une grande valeur ajoutée et l'idée c'est de décomposer tout ça, enfin tout leur process de vente, toutes les étapes par lesquelles passe un prospect et de les aider à les mettre en place sur l'outil pour que ça soit, soit bien suivi, soit, le plus possible automatisé. Donc on les aide comme ça, sur toute, jusqu'au closing et voire parfois même à l'onboarding, c'est-à-dire une fois que, le client est signé, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il reçoit des accès pour telle et telle plateforme? Est-ce que tu veux qu'il reçoive un Notion? Enfin, qu'est-ce qui se passe après? En gros, voilà, on les aide sur toute cette partie-là
on regroupe tout au même endroit et surtout, on l'automatise pas mal aussi. Et vous leur proposez un CRM du coup pour leurs clients par exemple, pour qu'ils récoltent la data et pour un suivi? Ouais, tout à fait. En gros, quand il y a un prospect qui arrive, je fais une sorte d'audit, parce qu'en gros, chaque CRM a ses spécificités. Il y a des CRM qui vont être très marketing, où tu vas pouvoir, lancer, plein de campagnes marketing, des emails, des landing pages. Par contre, pour une PME, ça va pas être adapté puisque, enfin, sur certaines PME où il y a pas trop de marketing, c'est plus du bouche à oreille, ça va pas être hyper adapté. Et tu as des CRM qui vont plus être très simples d'utilisation, très adaptés aux PME, sur lesquels tu peux quand même automatiser. Donc, je fais quand même tout le temps une partie audit. OK, c'est quoi votre... aujourd'hui, quand un prospect arrive, qu'est-ce qui se passe? On prend ensemble toutes les étapes. On creuse sur chaque étape. Et surtout, aujourd'hui, quelles sont les limites? Alors, où est-ce que vous voyez que voilà, ça, bon, ça commence à devenir chiant, c'est hyper chronophage à faire et tout? Où sont les limites? Moi, je creuse aussi parce que je connais maintenant un peu, où est-ce qu'on peut, creuser et où est-ce qu'on peut, les aider. Parce que des fois, les gens se rendent pas compte qu'on peut les aider sur, d'autres points. Et où est-ce que vous avez envie d'aller? Est-ce que vous avez envie de construire, la prochaine licorne ou est-ce que vous êtes plutôt dans une dynamique de faire grossir tranquillement l'équipe? Parce que tu vas pas avoir les mêmes outils, selon un peu tes perspectives de croissance, parce que c'est pas non plus les mêmes prix des outils. Donc ouais, je fais toute cette partie audit dans un premier temps pour savoir quel est l'outil le plus adapté pour eux, pour pas mettre un outil générique à tout le monde qui serait pas forcément adapté. On a une question, un petit peu nouvelle et on va te la poser pour la première fois dans notre podcast. Rien de bien compliqué, mais est-ce que OK. ça a été facile ou difficile pour toi de monter justement une agence? Je dirais que ça a été plutôt facile. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance sur plein de choses. En plus de ça, j'ai fait la transition de mon freelance qui était déjà cette activité-là, à l'activité d'agence, qui a été plus compliquée que ce que je pensais. Je pensais que ce serait plus fluide, mais ça a quand même été assez facile. J'avais des clients dès les premiers jours. J'avais construit mes réseaux, j'ai des prospects qui sont rentrés enfin qui rentrent aujourd'hui. J'ai jamais prospecté. Tous mes prospects, ils arrivent, en inbound, ils viennent vers moi quand ils ont un besoin. Donc ça, c'est une grosse, enfin, il y a plein de boîtes qui galèrent pendant des semaines, des mois, des années, voire même à trouver des clients. Donc sur ça, je pense que c'est quand même le gros aspect d'une boîte, c'est de trouver des clients. Et sur ça a été plutôt facile. Donc sur ça, vraiment, je m'en plains pas. Donc je pense que le parcours par rapport à plein d'entrepreneurs a été assez facile. On a pu atteindre des gros chiffres dès la première année, donc je dirais assez facile. Toi, tu as des objectifs après perso, que ça soit pas forcément pour ton agence, mais même, dans des objectifs professionnels, heu, pour toi-même? Des objectifs pro pour moi-même, pour le moment, non. L'idée, en gros, l'idée, c'est de devenir un peu une référence dans ce domaine-là. Donc moi, que je développe, mon image personnelle, on va dire, sur ce sujet. Donc je développe beaucoup, mes réseaux, que ça soit Twitter, ou LinkedIn. Donc l'idée, plutôt de façon personnelle, du coup, c'est de développer beaucoup mes réseaux, mais en soi, ça sert aussi la boîte. Mais l'idée, c'est que ça puisse servir pardon, un autre projet si à terme, il y a d'autres projets. En gros, c'est de pas rester focus que sur un sujet et de rester un peu généraliste pour pouvoir lancer d'autres projets dans le futur. Je pense que dans tous les cas, avoir une communauté, on va dire, ça aide beaucoup. Donc ça, c'est sur l'aspect un peu plus personnel. Sur la boîte, enfin ou même sur, d'autres, perspectives de carrière ou quoi, pour le moment, pas vraiment. Parce que pour le coup, je suis hyper contente d'avoir trouvé, ce qui vraiment ce dont j'avais rêvé, on va dire, pendant quelques années quand même. Donc ça, c'est trop cool et l'idée, c'est de pouvoir faire grossir cette boîte, pourquoi pas lancer de nouveaux services et de vraiment, construire une boîte qui est, référente dans le domaine, du développement commercial, dans le domaine commercial en général. Et déjà, une fois qu'on aura fait ça, ça sera pas mal. Ouais, c'est clair. On aime bien poser cette question, là, c'est peut-être un peu plus même perso, mais est-ce que toi, tu investis ton argent quelque part ou que Dans ce la soit boi ah! Dans dans la ta boîte, boîte ou oui. même pas, ou ailleurs? OK. Dans la boîte, non. Enfin, j'ai dû investir, au en tout, je sais pas, 1000 balles pour OK. les, apports en capital là. Du coup, j'ai une boîte et on doit créer une deuxième boîte pour le deuxième service. Bref, du coup, j'ai dû mettre 2 fois 500 balles, mais voilà, c'est pas vraiment de l'investissement. Donc dans la boîte, non. Et après, en perso, pas vraiment non plus. Je dois avoir, j'ai dû placer 300-400 € en bitcoin. OK. Aujourd'hui, j'en ai 1000, donc je suis trop contente. Mais Ouais, bah, c'est oui. vraiment un pote qui m'a fait télécharger, une appli, qui arrondit tous mes virements et qui les place en bitcoin. Enfin, c'est absolument pas un truc, si j'aurais pu tout perdre, j'y connais absolument rien. Juste un peu suivi le mouvement. Et sinon, non, pas vraiment, j'ai, tout sur un livret A et puis, je j'ai pas tant d'épargne non plus que ça.
Donc et surtout, elle réduit de jour en jour en ce moment. Donc non, pour le moment, j'investis pas. J'avais eu le projet à un moment d'investir dans l'immobilier quand j'avais un CDI, mais en gros, il aurait fallu que j'attende encore 6 à 8 mois pour avoir, assez Ouais. de cash de côté et même le temps que je fasse les démarches et tout et c'était pas ma prio donc je l'ai pas fait. On a une question sur l'IA qu'on moi, je sais pas si tu te la poses aussi Antoine, mais je pense que oui. Est-ce que tu penses que sur un futur proche, ça va être plutôt positif ou négatif? De manière générale, pour tout le monde en gros, aussi bien professionnel que sur le plan, perso sur les personnes. Je pense que ça a beaucoup d'aspects positifs, parce que ça aide énormément de gens au quotidien. Moi, ChatGPT, pour le moment, on est rendu que là, mais ça m'aide énormément, je l'utilise tous les jours. Je pense que ça peut aussi avoir ses dérives, donc potentiellement, ça va être des choses qui vont être contrôlées à l'avenir. Je pense que ça va créer des enfin, on a beaucoup l'impression que ça va remplacer les métiers, mais je pense que ça va créer aussi beaucoup de nouveaux métiers sur, potentiellement le fait limite de manager une IA ou de construire les projets pour qu'ensuite l'IA puisse les faire et faire l'opérationnel. Donc sur ça, je pense que ça peut être très positif. Je pense que l'avancée de la technologie, de façon générale, elle est plutôt positive tant qu'elle reste dans la mesure et dans le contrôle. Et je pense qu'il y a des réglementations qui vont arriver au fur et à mesure pour pas que ça devienne le bazar. Ouais, c'est marrant que tu parles de des réglementations parce que tu vois, là, il y a actuellement, c'est déjà sorti du coup quand la vidéo sortira, mais Sora de OpenAI est déjà sorti à l'heure actuelle, donc là, on est le 14 décembre. Par contre, en France, je crois que c'est pas encore sorti, même en Europe, parce que Ouais, ouais, justement, c'est ça à récent. cause de ces réglementations, OK. actuelles. Bah, après, je pense qu'il y a peut-être le sujet, des IA, mais enfin, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, là où on est rendu l'IA, c'est rien par rapport à où elle va être dans quelques années. Je pense que ça va encore énormément évoluer. Donc je parle aussi avec les perspectives qu'on a aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, l'IA, elle pourra quasiment nous remplacer et on dira complètement l'inverse. J'ai pas la vision sur ce sujet, mais en tout cas sur les perspectives d'aujourd'hui, je pense qu'on a encore un peu de temps. Ouais, pour moi, je suis partagé, je pense ça me fait un peu peur dans un sens que ça aille trop vite, donc ouais, je dirais 50-50. Je sais pas trop quoi en penser pour le coup. Je pense que dans tous les cas, on peut pas vraiment, enfin, en tout cas dans notre monde actuel hyper capitaliste et tout, on pourra jamais complètement contrôler la technologie et les avancées technologiques puisqu'on est à la constante recherche de, de la croissance, de l'avancée technologique à tout prix et cetera. Je pense qu'à moins d'être dans une ère de décroissance et cetera, c'est jamais des choses qui vont s'arrêter. Donc je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec et potentiellement réussir, ça c'est un peu optimiste, mais à l'utiliser à des bonnes fins, enfin à des fins où, positives sur, je sais pas, des métiers que personne ne veut faire, des métiers dangereux, enfin voilà, ce genre de choses, et réussir à construire tout un système économique en parallèle, mais bon là c'est peut-être un petit peu trop optimiste, qui fera en sorte que, peut-être que nous on travaillera moins, mais que étant donné au final le monde produira autant, voire plus de valeur, que les richesses soient, réparties en fonction de ce sujet. Après, je pense pas que ça va arriver, mais dans mon idée, j'aimerais que ça soit ça. Oui, bah, Moi, je suis plutôt optimiste, hein. Moi, je pense qu'on va vers l'abondance. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à commenter sur ce débat-là. Moi, je pense et on le répétera sûrement nous, avec Mehdi, dans les prochains épisodes. Mais ouais, je pense que ouais, ça sera vraiment l'abondance, tu vois? Bon après c'est très optimiste, mais ouais, je pense qu'on va vers une L'abondance ère, de quoi? et ben, de tu vois, le fait de pas faire un métier, difficile, mais de pouvoir faire autre chose, voire, je sais pas, peut-être, après ça peut aller loin, mais toucher un revenu universel parce que les robots, IA et cetera feront le job, des humains. Faudra bien à un moment donné que les gens, aient de l'argent, tu vois? Alors après on peut créer des nouveaux C'est là où je métiers, suis moins mais optimiste, c'est que je suis pas sûre qu'on soit ouais. dans un système où on se dise un jour: «Tiens, c'est vrai qu'on a plus besoin de travailler, si on répartissait tout l'argent et puis tout le monde avait son petit argent et faisait sa vie». Ça, je serais aussi, Moi d'accord, mais j'arrive pas à expliquer ce thème-là. Je pense qu'il y aura l'argent universel, enfin les salaires universels et je pense qu'il y aura quand même autant de milliardaires, voire plus. Donc ouais, ça sera réparti, mais tu vois, il y aura quand même des gens plus riches que juste toi, par exemple, si tu as décidé de plus rien faire, mais de toucher, je sais pas, 2 000 € par mois, quoi. ouais, ouais. Mais je sais. j'arrive pas à l'expliquer. Pour l'instant, j'ai pas le Oui, dans le sens où il y a peut-être des gens même qui continueront à vouloir, bosser. Ça peut être aussi, un système de fonctionnement en mode, tous les gens, qui ont pas forcément envie de bosser ou dont les métiers ont été remplacés, qui pourront toucher un revenu universel et ceux qui veulent continuer à faire des trucs, à entreprendre, à machin, à voire même à créer ces technologies évidemment, eux, ils vont toujours gagner plus d'argent. Mais je sais pas, j'arrive pas à voir, comment va se faire cette transformation parce qu'au final, passer en tout cas de notre système, de salaire et de rémunération actuel à un revenu universel, c'est un énorme changement
et j'arrive pas à voir dans notre système actuel comment est-ce que ça peut se mettre en place, quoi. Ouais, moi non, je suis pas trop du même avis, Antoine. Je serais plus, que ça va creuser les inégalités, je pense. Ça va plus être, l Ouais, je pense aussi. les gens, ouais, qui vont galérer, ils vont rester un peu plus dans ça va plus les enfoncer et les autres qui sont un peu plus malins, ils vont s'en servir à bon escient et ça va vraiment faire ouais, vraiment un creux entre les 2 types de personnes. Moi, je comprends un peu vos points de vue parce que, en fait, mon esprit optimiste et ma foi en l'humanité a envie C'est de ça, en croire que fait. ça va être positif, mais Ouais. la réalité me fait croire, un peu comme Mehdi, que ça va plutôt être l'inverse et que les gens vont s'en mettre plein les poches. Ouais, on verra. Après, c'est clair que ça changera pas. Il y aura toujours des gens qui se mettront dans les poches, plus que d'autres. J'ai l'impression que c'est incassable ça. Oui, oui, Est-ce oui. que c'est notre système qui est comme ça? Ouais, Je sais pas, mais bah, oui, oui, c'est notre système, rendez-vous dans 10 ans, 20 ans, je sais pas. écoute, on fera Ouais, une deuxième partie du podcast et on fera le bilan. Ouais, je Peut-être qu'on pense aura ça plus de taf, hein. je pense ouais, c'est ça. ça sera plutôt qu'on l'imagine en tout cas. 10 ans, ça me paraît Pour ça me paraît pour long. l'IA, tu veux dire? Ouais, Pense! même pour faire le Ouais. point, je pense que ça ira plus vite Ah oui, oui, je pense que ça va aller que ça. vite. Ah, on verra. Je Ouais, sais on pas, 10 ans, verra. ça me paraît très court quand même. Bah, ouais, Ouais. mais au final, il y a beaucoup d'avancées même en quand tu regardes sur les années, sans trop s'égarer, mais sur les années, quand tu regardes même 30, 40, 50 ans en arrière, quand tu vois ce qu'ils ont créé et ce qu'aujourd'hui on a, tu as l'impression qu'il y a ce recul à te dire: «Ouais, mais en fait, ça existait déjà l'IA, internet, tout ça, d'une manière peut-être plus classique et vieille», mais au final, ça avance de plus en plus et Ouais, plus tu ouais. prends les décennies, plus ça avance, plus vite, en fait. C'est vrai que moi, je me demande comment je faisais quand j'avais pas de ChatGPT, hein. Ouais, Petit Bah, c'est esprit. ça c'est vrai et que c'est ça fait une pas très question. longtemps, ça doit faire 2 Ça ans a je 2 crois ans, que ouais, 2 ans, ouais, ChatGPT, ouais, Ouais. donc à et voir. pourtant, c'est dingue, Bon, on va Ouais, voir comment ça on évolue. verra ça. c'est clair. Pour en revenir à un truc un peu plus, plus drôle, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, aussi bien, perso, un peu une connerie que tu as fait ou une anecdote sur la boîte qui aurait mérite qu'on l'entende, ouais, nous et nos auditeurs? Non, une anecdote, bah, qui est je sais pas si c'est vraiment drôle, mais en gros, on a monté cette boîte sur ce sujet du développement commercial et tout, il y a déjà des boîtes qui font ça, mais en tout cas les 2 pas forcément. En tout cas, j'en connais assez peu et puis ça, c'est des domaines qui pour le coup, qui s'étendent énormément. Je pense que le CRM s'est vraiment amené à beaucoup évoluer comme les sites web il y a quelques années et je pense qu'on en est au début et pour, du coup, la petite histoire, on a enfin, tous les 2 avec Louis, on était dans une ancienne boîte avant, qui a été rachetée par un énorme fonds d'investissement et cetera et on a lancé la boîte et genre 2 mois après, on discute avec un mec, qui était dans cette, boîte et qui nous dit: «Ah bah, du coup, cet énorme fonds d'investissement, on lance la même chose là, mais avec évidemment beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de gens et un truc déjà construit». Mais en mode: «Ah bah là, on vient de lancer la même chose, de notre côté». C'était, d'un côté, assez positif parce que ça montre qu'au final, si des big personnes s'y intéressent, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Après évidemment, toujours un peu le seum, mais mais voilà, c'était la petite anecdote parce qu'au final, c'est des gens qu'on connaît et tout donc voilà, on verra ce que ça donnera. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou est-ce que tu projettes d'en faire une? J'ai pas eu le temps d'aller voir, je t'avoue. Non, j'ai pas de chaîne YouTube. Je me dis qu'à terme, pourquoi pas en faire une, mais c'est pas du tout un projet, court terme. J'aimerais d'abord développer mes réseaux, bah, toujours Twitter, LinkedIn, peut-être Insta à un moment. Je pense que le YouTube, ça sera vraiment en dernier quand j'aurai plus rien à faire, tu vois? Quand ma boîte, elle va tourner et tout, là, OK, me ferais peut-être un petit kiff à faire des vidéos YouTube. Je pense que, ça peut beaucoup marcher, bah, je connais un mec qui avait fait ça sur les sujets, CRM, notamment sur Pipedrive et lui, il avait tous ses leads, via YouTube, donc je pense que ça peut, ça peut être un gros canal, d'acquisition, mais je crois que je suis pas encore prête à faire des vidéos YouTube. Et toi, t'as des chaînes YouTube, mais que ça soit en business ou pas d'ailleurs, que tu regardes un peu? Est-ce que t'as le temps de faire ça? Je regarde pas tant sur du business parce que dès que je commence à regarder, un truc, c'est pour me divertir. C'est justement pour essayer que mon cerveau déconnecte du business, genre je regarde une série ou une vidéo YouTube divertissement. Mais dans les vidéos que j'aime beaucoup, c'est les vidéos Build in Public de Théo Lion parce qu'au final, il a quand même une agence de service, avec, je crois qu'il a lancé sa boîte il y a au moins 5-6 ans, donc avec 5 ans d'avance. Donc évidemment, c'est trop intéressant de voir ces sujets et il y a plein de trucs où je me reconnais. Par exemple, dans une de ses dernières vidéos, bah, on me l'avait envoyée, où il dit, en gros, que lui, il a développé sa chaîne, perso, en gros, mais que ça sert pas du tout sa boîte. En fait, c'est plus pour un kiff perso. Il raconte les aventures de son entreprise, il fait des interviews et tout mais au final,
C'est plus pour des jeunes entrepreneurs et cetera et c'est pas du tout sa cible puisque lui, il a une agence d'acquisition donc lui, il peut parler à des gros directeurs marketing et tout, qui sont pas la cible de ses réseaux. Au final, il a une énorme chaîne YouTube qui lui rapporte, très peu de leads et c'était une problématique à un moment que j'avais aussi beaucoup sur Twitter où je parlais beaucoup à des free et tout, ça me rapportait pas du tout de leads. Évidemment, c'est à moindre mesure, à toute petite échelle par rapport à lui, mais du coup, ça c'est intéressant de voir que, OK, il est passé aussi par ces caps et et de voir un peu comment il s'en sort et tout et d'éviter, certaines erreurs potentiellement. Donc ouais, c'est celle que j'aime bien regarder OK. Bah, c'est vrai que c'est souvent revenu, Théo Lion. et même je trouve le mec hyper inspirant, c'est un peu, un goal, dans quelques années, Ouais et d'arriver à ce genre de position. ah bah, moi, on te le souhaite en tout cas. Pareil, même question, est-ce que tu as un livre, ouais, même question, façon de parler, mais tu as un livre vraiment qui t'a marqué, dans ta vie? Non, honnêtement, je ne lis pas, en tout cas déjà je lis pas sur le business. Et je lis assez peu de façon générale, je lis vraiment du loisir, du truc qui va me détendre, genre de la comédie romantique, ou des polars, mais rien qui m'a particulièrement, marquée ou tranchée. Il faut que je me remette à la lecture. D'ailleurs, on m'a conseillé des livres, bah, cette semaine, donc faut que j'aille en acheter. Mais dans la lecture, je suis très nulle, sur ce sujet. Ouais, tu vois, c'est partagé. Dans cette question qu'on a posée depuis quelque temps maintenant, on est partagé, je trouve, c'est un peu 50-50, je sais pas ce que tu en penses, Mehdi? Ouais, ouais, Il si, y si, a des bah, gens qui les lisent, réponses, tu vois, plusieurs livres, même qui vont nous sortir les livres même que nous, on aurait pu lire sur le business un peu classique et des gens qui lisent pas du tout et tu En vois, fait, ça moi, quand empêche je pas commence à regarder des trucs, en dehors, donc que ça soit, les écrans, enfin genre, bah, je sais pas, la télé, même, scroller ou que ça soit, les vidéos YouTube ou la lecture. Alors quand je le fais, c'est vraiment pour déconnecter mon cerveau et qu'il ne pense absolument ouais. plus business. C'est justement pour le remplacer par autre chose et essayer d'occulter une partie qui me stresse. Donc c'est vraiment pas, sur du contenu business, sinon je sais que ça va me stresser encore plus et que ça va plus du tout être un moment de plaisir. bon après tu peux lire un livre, autre que business, tu vois? Oui, oui. Ouais, tout à fait. Pour, Même développement personnel, tu vois, ça me fait un peu le même truc. Genre, je suis obligée de ça Ouais. rumine et tout, ça me fait penser à trop de trucs auxquels j'ai pas envie de penser Ouais, OK. et je prends pas de plaisir, quoi. Je vais vraiment lire quand je suis sur la plage l'été, tranquille, quoi. Bon, c'est le moment du petit défi. Je sais pas si tu as déjà entendu dans d'autres, bah, dans d'autres Non, j'ai podcasts. pas entendu. Donc, en gros, imaginons là, tu as 100 € d'économie. Mmh mh. Ouais, tu plus ton agence du coup et tu as 6 mois de marge, donc loyer, nourriture. Qu'est-ce que tu fais, pour lancer quelque chose et tu dois pas te servir de tes compétences que tu as acquises, dans ta vie? Je pense qu'un des sujets les plus simples, ça reste, c'est pas du tout un sujet dans lequel j'ai envie de me lancer, mais je pense qu'un des sujets les plus simples, ça reste beaucoup l'achat-revente. Hem, donc d'acheter, je suis beaucoup de meufs qui font ça sur les réseaux en mode, tu sais, d'aller dans les vides-greniers, les braderies, les trucs comme ça et de choper des pièces, et ensuite de les revendre soit sur Vinted ou dans d'autres, braderies et pour le coup avec 100 balles, tu peux quand même acheter pas mal de trucs. Je pense que si je devais relancer un truc et tu pas forcément besoin de compétences particulières, enfin en tout cas pas les compétences que j'ai actuellement, ça c'est sûr. Donc je pense que c'est un truc que je ferais. Là comme Bon, ça, c'est ce qui me vient. ouais, c'est vrai et en plus, c'est à la portée de tout le monde, je veux dire, il y a pas besoin de ouais. Ouais, c'est ça, tu vas sur les vides-greniers, après ça va prendre du temps quoi, mais Ouais, c'est la partie du coup, comme tout à l'heure, tu nous disais dev personnel un petit peu, c'est la partie un peu plus, sur le développement personnel. Est-ce que tu as une routine et un lieu de travail? Un lieu de travail, oui, parce que je bosse dans un coworking. J'essaie d'y aller 4-5 fois par semaine. Donc, j'en fais à une demi-heure à pied, et ça me fait du bien de pas bosser chez moi, sinon je deviens folle. Donc oui et une routine, non, j'aimerais bien. Enfin, c'est un peu un objectif 2025. En gros là, bah, du coup, en septembre, ça a été gros, lancement de l'agence, enfin en tout cas, grosse reprise, parce que je suis partie 3 mois en Asie avant. Donc je bossais sur l'agence mais à distance. Donc septembre, j'ai repris un appart et tout. Et au final, je me suis enfin trop en fait, c'est pas si simple de passer d'avoir des patrons enfin avoir un patron avec des horaires et tout, très précises et quand tu rentres chez toi, en plus, tu as plus vraiment de taf, en tout cas moi j'en avais plus, à, être en complète autonomie et franchement j'ai pris, 0 rythme, et puis j'avais beaucoup de taf aussi. Donc là, c'est un peu mon challenge du moment et je pense sur 2025, ça va être de réussir à avoir un rythme de sommeil, un rythme de sport, un rythme de à peu près tout en fait. Un rythme de moments où mon cerveau il est actif mais pour le moment, non. Honnêtement, pas de routine et c'est pas forcément très bien, d'ailleurs. OK. C'est une de mes problématiques, principales du moment. En vrai, ça joue sur plein de trucs, ça joue sur la motivation, sur la productivité, sur la fatigue, sur Oui, c'est sûr. C'est vrai, merci.
Et qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans là, si tu l'avais devant toi? Bah, je dirais que, je pense que je lui dirais que ça va pas prendre autant de temps qu'elle le pense, dans le sens où, j'avais toujours des projets, mais c'était vraiment en mode, ça sera dans très, très longtemps. Genre, c'était pas du tout dans un premier temps, je vais avoir un parcours classique, je vais, taffer dans une boîte et machin et on va avoir un parcours classique et en fait, mes rêves, je pourrais les faire que dans un second temps et je pense que c'est ce que je lui dirais et je pense que c'est beaucoup de gens se disent ça aussi en mode bah, après, il y a des gens qui ont plus de contraintes que d'autres, évidemment, mais ils se disent, «Ouais, je ferai ça plus tard» ou «quand j'aurai plus d'expérience» ou «quand j'aurai, plus de, ceci, plus de temps» et cetera. Et je pense que, ce que je leur dirais et ce que je me dirais, c'est: «OK, fais-le, dès que tu peux, genre dès que tu as, assez d'argent», parce que c'est que ça reste quand même un truc, important. Voilà, dès que tu peux, lance-toi, il y a pas besoin d'avoir, 10 ans d'expérience. Mes premiers clients, j'avais fait 2 stages, mais, mes prix, ils étaient en corrélation, enfin les gens savaient ce qu'ils achetaient, c'était pas je me vendais pas, comme une experte, qui a, 10 ans. De toute façon, ça se voyait à ma gueule, donc les gens le savaient et c'est pas pour autant que, enfin, ils sont très contents. Eux, ils voulaient mettre un petit budget et ça marche très bien comme ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai construit mon expérience. Mais, je pense qu'il faut essayer de se mettre le moins de barrières limitantes, et notamment celle de l'expérience, elle arrive beaucoup de se dire: «Je le ferai quand j'aurai plus d'expérience, plus tard» et cetera. Et genre non, fais-le maintenant, genre quand tu as envie de le faire, fais-le, et go quoi. Je pense que c'est ce que je leur dirais et ce que je me dirais. C'est un bon message, ouais. Et justement, alors ça te concerne, que toi. On a une question un peu existentielle. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Je pense que enfin, en fait, c'est sûr, je m'épanouis par le fait de construire des trucs, d'aller de l'avant, de me projeter et de pas faire des choses, répétitives. En fait, je pense que j'allais dire pendant très longtemps, mais en vrai, je suis très jeune, il y a des gens qui cherchent ça toute leur vie. Mais je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire. Il y avait pas un domaine qui m'intéressait particulièrement. Je détestais pas grand-chose, mais il y avait pas de domaine qui me passionnait en mode, tu vois, au lycée, on me disait: «Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire toute ta vie?» Genre: «Est-ce que tu veux faire médecin, avocat, machin?» Prof, j'étais en mode: «Non, mais je peux pas faire la même chose toute ma vie» et ça a été, des gros tourments à un moment de me dire, «Putain, mais je sais toujours pas». En licence, on est là et ça fait 3 ans d'études, je sais toujours pas ce que je veux faire. En master, pareil, je sais toujours pas ce que je veux faire et hem et là, d'avoir trouvé un truc, où, en fait, je fais tout, tu vois? Je peux autant il y a des périodes où je vais faire que du commercial, des périodes où je vais faire que, de la com, des périodes où je vais faire du RH et encore j'ai vécu que 6 mois de boîte et je pense que dans 10 ans, enfin ou même dans 2 ans, mon métier, il aura absolument rien à voir, même dans 1 an, tu vois? Dans 6 mois. Enfin, en fait, ça évolue tous les jours et en fait, ça m'épanouit, juste de façon professionnelle, enfin de façon personnelle d'ailleurs. En fait, ma vie professionnelle épanouit ma vie personnelle. Je sais pas si ça se dit, Ouais, mais quelque chose c'est comme ça, ça ouais, ouais. Et et je pense que j'ai beaucoup été construite, par le fait de s'épanouir justement via le travail. Ouais, ça reste une grosse partie de mon épanouissement personnel, voire la majeure partie et donc je fais ça pour ça parce que je trouve que enfin, j'ai trouvé ce qui m'épanouit parce que ça me plaît de construire des choses, de voir, que ça augmente, de voir même les chiffres qui augmentent, de pouvoir les suivre. Je suis un peu mathématique, de voir les croissances, les machins et enfin voilà, ça me plaît et voilà, c'est pour ça que je le fais. Ouais, c'est une très belle mission et c'est d'ailleurs une mission compliquée, bah, de savoir et de trouver ce qu'on veut faire même à un certain âge. Parce qu'au final, comme tu disais, toi, tu avais pas envie de faire un métier, bah, le même métier toute ta vie et je pense qu'aujourd'hui la question, elle se pose encore plus. Ouais. Mais moi, je pense que là, c'est un de mes plus gros accomplissements et sur ça, je suis tellement fière. C'est juste d'avoir trouvé ce que j'aime faire dans la vie. En fait, il y a des gens, c'est leur quête de toute une vie, de pas aimer leur taf et tout. Il y a des gens qui ont moins la possibilité de s'en détacher et genre avoir trouvé quand même si tôt j'avais l'impression que c'était tard à l'époque parce que j'étais en master, je savais pas ce que je voulais faire. Ouais, Mais aujourd'hui, je me dis d'avoir trouvé si tôt, genre ce qui m'épanouit vraiment tous les jours. Ça, c'est une des plus grosses victoires, de cette année et en général. ouais, c'est clair. On va passer à la question suivante. On est un peu cash, mais on aime bien savoir, pour plusieurs raisons et puis même aussi pour montrer à ceux qui nous regardent, combien on pourrait générer en faisant tel ou tel business. Toi, tu gagnes combien par mois ou même par an? Là, la boîte cette année, donc on l'a créée en juin. L'objectif cette année, c'était de faire donc on est 2 associés, je donne un peu toutes les cartes. On est 2 associés et donc on n'est pas enfin je suis pas toute seule et on a généré, enfin notre objectif c'était de faire 100 K de chiffre d'affaires cette année, donc sur 6 mois. Donc comme je le disais, on avait des clients au premier jour parce qu'on était déjà en free avant. Au final, on a passé l'objectif mi-novembre, donc je pense qu'on va finir à 130 K de CA, quelque chose comme ça. Par contre, on se sort 0 aujourd'hui. Moi, je touche le chômage, donc je touche, 1 400, je crois, quelque chose comme ça. Donc on se sort 0 et voilà et là, on a fait un peu le BP pour l'année prochaine,
pense que l'objectif, c'est pas du tout réalisé, mais ça sera de passer les 600K de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Faut qu'on revoie un peu, mais ça va être un peu l'objectif, donc voilà. Et petite question du coup, parce que c'est quelque chose que je connais pas, ça sert à quoi de pas se toucher de salaire? Bon, ça laisse de l'argent après peut-être pour investir, je suppose, mais du coup, c'est quoi votre vision? Peut-être sans rentrer dans trop les détails non plus si c'est perso, mais Non, non, c'est absolument pas perso. Bah, déjà, le principal avantage, c'est de pouvoir en profiter. En fait, moi, j'ai signé une rupture conventionnelle, et bah, l'État français nous permet de pouvoir, oui, oui. toucher le chômage pendant, enfin là, moi, du coup, pendant 8 ou 9 mois. Et c'est quand même une liberté, enfin un espace mental, enfin une liberté mentale de ouf, de pas avoir à se dire: «OK, il faut que je sorte un 2 salaires en plus», du coup, parce qu'on est 2 salaires, tous les mois parce que, sur les premiers mois, ça aurait clairement été une énorme charge. Et c'est pas les mêmes, tu peux pas te concentrer sur les mêmes choses. Enfin, là, on après les problématiques vont arriver parce qu'il va falloir les sortir à un moment, je pense vers juin. Mais c'est quand même aujourd'hui, on peut réfléchir long terme, on peut, réfléchir à des strates, on peut réfléchir à lancer des trucs en se disant: «OK, si ça marche pas à l'instant T, bah, c'est pas grave», tu vois? On peut se dire aussi on investit dans la formation parce qu'au final, OK, on sait gérer une boîte de 3 4 personnes, mais enfin, avec des free et tout. Mais on sait absolument pas gérer une boîte plus grosse, on sait pas, enfin voilà, on sait pas faire, on apprend. Et donc ça nous permet d'avoir la possibilité d'investir, de se former, de faire des erreurs aussi, genre, d'avoir des clients qui, au final, tu avais mal fait tes contrats et tout, les gens ils te payent pas. Bah, ces erreurs-là, elles te permettent que ça ait moins d'impact, sur ta vie perso aussi, parce que tu as moins cette pression. Et c'est vraiment une liberté mentale quand même de ouf, je trouve, d'avoir, cette possibilité de pas se verser de salaire, parce que, voilà, l'argent de la boîte, on en fait ce qu'on veut, on peut l'investir, on peut faire plein de trucs. Et on n'a pas cette pression à la fin du mois ou cette boule au ventre de se dire: «Vas-y, si le client il a pas payé, s'il est en retard sur sa facture et tout, bah, on va être dans la merde». Donc c'est surtout pour ça et aussi parce qu'on avait la possibilité d'en profiter, donc on s'est dit autant le faire. Et mais même si bien sûr le sujet va arriver, prochainement, donc c'est d'ailleurs dans nos sujets de 2025, mais pour le moment, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Yes. Ouais, merci, je comprends mieux du coup. Ouais, puis mais c'est cool. C'est bien que tu aies expliqué parce qu'il y a des fois, ouais, il y a des gens qui savent pas et et en fait, c'est mieux de faire comme ça parce que ça permet aussi, bah, ouais, d'investir quelque part au final sur l'entreprise, d'abord et derrière, voilà, tu trouveras la solution pour te payer si tes investissements ont eu un profit intéressant, quoi. C'est ça. Ça te permet et même là, nous, on lance une agence, mais en vrai, quand tu lances une boîte qui est pas rentable jour un, bah, ça te per enfin, ou qui est pas, en tout cas qui est pas, comment on dit? Enfin, Oui, qu'il y a qui pas fait de pas de bénéfice, ouais. bénéfice, jour un. C'est encore plus le cas parce que du coup, ça te permet de monter ta boîte, si tu vends tes produits et tout là, par exemple, c'est hyper intéressant pour une agence. On pourrait sortir un salaire, mais tu vois, en septembre, on aurait pu sortir des salaires, mais ça aurait été juste, quoi. Il aurait fallu regarder très précisément les comptes et en plus de ça, on a plein de trucs à penser et la finance, pour le moment, ça nous permet aussi de pas avoir cette chose à penser, à calculer très précisément et à justement à pouvoir, repousser certains sujets et à faire des bêtises et tout. Donc c'est quand même, ouais, ça nous permet d'avoir de la liberté sur Ah carrément. Bon, en tout cas, bravo, pour le chiffre d'affaires déjà réalisé au bout de quelques mois, c'est cool, ça. c'est Ouais, beau. ouais, trop. Bon, merci à toi en tout cas, Enea, du coup, bah, pour toutes ces réponses. C'est hyper intéressant. On va passer aux 3 dernières questions, pour clôturer. Ça marche. Bon, la première est facile, comment les gens peuvent te suivre? Bah, les gens peuvent me suivre soit sur Twitter, donc c'est Enea ou EneaDN, avec un tiret du bas, je crois. Soit sur LinkedIn où sur Twitter, je parle plus de mon quotidien d'entrepreneur, les problématiques, les galères, les sujets et cetera. Un peu en mode journal intime, enfin intime, professionnel évidemment. Et sur LinkedIn, je parle plus d'expertise, CRM, développement commercial et cetera et du coup Enea Audouin, Audouin, sur LinkedIn. OK, de toute façon, vous trouverez les liens directement dans la description. Voilà. Heu, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour les prochains épisodes? Pour les prochains épisodes, je pense que bah, après c'est dans le même domaine que moi, donc ça dépend si vous voulez faire des trucs un peu plus, différents. Mais j'avais fait un épisode avec, Valentin Tommy, il fait de l'email marketing, il a une agence d'email marketing et lui, il a son propre podcast, mais du coup, je pense que ça serait intéressant de le voir, sur un podcast pour que lui explique la vie de son agence. Ouais, carrément, ouais, c'est une bonne idée, avec plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot à donner à nos viewers? Alors, vraiment pour quelqu'un qui aurait envie d'entreprendre, mais qui a pas commencé? Je pense lancez-vous. En vrai, évidemment, ne risquez pas votre vie non plus, mais lancez-vous, testez des choses. Vous pouvez faire les choses progressivement. Il y a pas besoin, je sais enfin, je pense que ça dépend beaucoup des personnalités, mais il y a pas besoin de se lancer dans le vide. Commencez à faire des trucs en parallèle de votre taf, tester des trucs. Moi, c'est ce qui s'est passé et au moment où ça commence à prendre trop d'ampleur et où vous bossez nuit et jour, bah, vous pouvez quitter votre taf.
Il y a pas besoin de faire all-in et juste lancez-vous, testez des choses et en vrai, personne sait faire aussi. Un gros message, genre tout le monde fait semblant. J'ai découvert ça, les adultes, tout le monde fait semblant. Tu as l'impression qu'ils savent ce qu'ils font, mais non, personne sait ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, très peu de gens et surtout dans l'entrepreneuriat, c'est des trucs qu'on teste, on s'améliore, mais en vrai, personne sait ce qu'il fait. Ouais, bien dit. Je Ouais, suis merci. complètement d'accord avec toi. Merci. Bah, pas de souci. Merci d'avoir suivi Sans Filtre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Retrouvez également notre podcast sur toutes les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et Deezer.